pour clôturer cette deuxième journée ici au Forum des entrepreneurs, un invité intéressant puisque c'est Hamid Faljaoui. Bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur économique sur la RTBF, Classique 21, mais surtout directeur de Trends Tendance, donc un avis économique ou d'économiste avisé. Et on l'espère. La question un peu bateau et traditionnelle, mais bon, on parle de crise, la crise financière était il y a 2 ans. Est-ce que, d'après vous, observateur privilégié, est-ce qu'on est en train d'en sortir ou bien est-ce que c'est une illusion? On est en train d'en sortir, mais j'ai envie de dire dans quel état. On est évidemment, le plus gros de la crise est derrière nous, mais effectivement la croissance qui a lieu aujourd'hui, qui est une croissance donc effectivement positive, elle reste malgré tout assez mollassonne, poussive, et donc pas suffisante pour créer de l'emploi. Et donc le premier danger de cette reprise, c'est que c'est une reprise qui se fait malheureusement sans création d'emplois. Et ça pose un problème dans le sens où la crise a détruit à peu près de par le monde 30 millions d'emplois, mais on sait aussi par ailleurs que d'ici 10 ans, il y aura à peu près 450 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi. Et donc si on ne veut pas créer une génération de frustrés ou une génération totalement perdue, il faut que la job machine se remette à fonctionner. Et malheureusement, on n'en est pas là, ni en Europe, ni malheureusement aux États-Unis, qui avec tous les défauts de la Terre qu'ils peuvent avoir, reste quand même la première puissance économique du monde. Et on se rend compte aujourd'hui que les gens ne consomment pas assez, donc la machine économique ne tourne pas. Et la meilleure preuve de cela, c'est le taux d'épargne des gens qui est monté en flèche, comme souvent c'est le cas après une récession. En Belgique, on est les champions aujourd'hui de l'épargne, puisqu'il y a à peu près 208 milliards d'euros qui dorment sur les livrets d'épargne, ce qui prouve bien que les Belges ont le trouillomètre à zéro, et donc ça, c'est pas très bon non plus pour l'économie. Alors, 208 milliards qui traînent dans les banques, c'est aussi de l'argent qu'on peut investir dans l'économie. À condition qu'effectivement les banques jouent le rôle de recycleur ou d'intermédiaire, c'est-à-dire de recycler l'épargne des déposants mais c'est pas le cas aujourd'hui. On se rend compte, et ça pose vraiment un problème, on se rend compte qu'un certain nombre de gouvernements ont mis en place des stimuli pour forcer les gens soit à consommer à travers des baisses d'impôts ou des subsides ou des crédits d'impôts, et on se rend compte que les gens finalement ne consomment pas, épargnent et effectivement parquent leur argent sur des livrets d'épargne qui ne rapportent pas grand-chose en plus. Et on se rend compte aussi que les banques centrales ont essayé de favoriser ou de donner un peu de liquidité aux banques, et on se rend compte que ces banques-là, en général, ne l'utilisent pas pour renforcer le crédit ou pour développer, je dirais, la croissance économique. Et donc on se retrouve un petit peu dans une situation un peu bizarre. Et si vous aviez une recette miracle, ce serait laquelle ? Bon, si j'en avais une, je serais milliardaire. Mais effectivement, c'est toujours la même chose en économie. Il y a une variable qui est un peu qui relève de la psychologie, c'est la confiance. Et pour le moment, la confiance n'est pas là, ni chez les consommateurs, d'où ce taux d'épargne auquel je faisais allusion, ni du côté des chefs d'entreprise. On le voit bien, même dans des pays où il y a une croissance quand même suffisante, ils n'embauchent pas. Et pourquoi est-ce qu'ils n'embauchent pas ? Eh bien parce que les chefs d'entreprise n'ont pas de visibilité. Ils sont un petit peu dans le brouillard et ils ont une visibilité par rapport à leur carnet de commandes à horizon peut-être de 3, 4, 5 mois. Et comme ils ne savent pas de quoi l'avenir sera fait, eh bien ils ont le pied sur le frein. Et donc ils n'embauchent pas et ils ont malheureusement plutôt recours à du temps partiel voilà. Et donc ça, c'est ce qui explique donc cette croissance malheureusement, cette reprise sans emploi. Alors on va pas tout à fait changer de sujet, mais parlons en 2 minutes de la Belgique et de la situation. Mais au point de vue économique, on entend beaucoup de choses. Que se passerait-il si il y avait une scission ou même une autonomie très très poussée comme les Flamands le souhaiteraient? Vous pensez aussi que la Wallonie est en danger dans ce cas-là? D'abord, j'ai envie de dire, on n'en est pas encore là, donc il y a beaucoup de scénarios. Ce sera au moins une autonomie très large. Donc... Une autonomie très large, bon, mais évidemment, si ça reste toujours dans le cadre d'une sorte de holding fétiche qu'on pourrait appeler la Belgique, il n'y aura pas de souci. Ce que l'on remarque pour le moment, et heureusement, c'est que les marchés financiers, à l'inverse de ce qui s'est passé pour la Grèce, ne sont pas nerveux pour la Belgique et donc forcément aussi pour la Wallonie. Pour plusieurs raisons. Parce qu'ils savent que les Belges ont dû faire face à une dette publique très très élevée de par le passé, dans les années 70, et on a réussi, avec beaucoup d'économies et d'efforts de part et d'autre, à la diminuer en dessous des fameux 100% du PIB. Donc ils savent que les Belges sont capables de se retrousser les manches. Ça c'est une première chose. Et puis ce qui favorise aussi la Belgique, et donc aussi la Wallonie indirectement, c'est notre taux d'épargne. Les Belges sont les plus grands épargnants au monde, et donc l'épargne compense largement notre dette publique. Et pour ces raisons-là, je dirais les marchés financiers aujourd'hui ne sont
sont pas trop nerveux, même pas du tout. Ils ont plutôt le regard braqué sur ce qui se passe en France. Donc c'est très bien pour nous, si je puis dire, les malheurs de nos amis français. Mais c'est pas une raison, évidemment, pour tarder à former un gouvernement et attendre les calendes grecques sans jeu de mots. Alors, vous êtes marocain, de culture française, vous avez vécu en France, vous vivez à Bruxelles, oui. Vous travaillez pour une entreprise qui quand même est flamande, Olarta. Oui. Alors, comment est-ce que vous voyez tout ça? Vous voyez ce rapprochement qu'il pourrait y avoir entre Bruxelles et la Wallonie? Est-ce que c'est réel ou c'est un leurre? Oui, c'est une bonne question. Disons que quand, vous savez, ça dépend les quartiers et j'ai failli dire les arrondissements, mais ça c'est à Paris. Mais ça dépend les communes où vous vivez à Bruxelles. Vous avez ce que j'appellerais les gens du sud de Bruxelles qui finalement ne connaissent pas la Belgique. Je les taquine de temps en temps là-dessus parce que finalement ce qu'ils connaissent c'est le sud de Bruxelles et la Flandre. La forêt de Soigne éventuellement. La forêt de Soigne et éventuellement et la Flandre ils ne connaissent Knock. Et puis la Wallonie, c'est peut-être pour aller à Durbouille, mais donc ils connaissent pas vraiment. Et puis donc j'ai plus l'impression que les Bruxellois de souche se sentent d'abord bruxellois. Bien entendu, il y a la proximité de la langue avec la Wallonie, ça me semble une évidence. Mais ils se voient d'abord plutôt comme une région à part entière. Et donc ce débat, c'est vrai, me semble-t-il, hein, je ne suis pas un sondage à moi tout seul, leur semble des fois un petit peu hermétique. Et s'il fallait choisir? À mon avis, je pense quand même la Wallonie, oui. Wallonie, oui. Bien. Voilà, on peut en rester là, peut-être parce que je pense que vous êtes sollicité ailleurs oui, sur le salon. Merci d'être passé quelques minutes. Merci. Et au plaisir de vous rencontrer une autre occasion. Voilà, merci à Amit Faljaoui. Merci.